All rise, veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir. Le Président, nous allons revenir un instant à ce qui a été dit avant la pause. Maître Dimitri a été très précise dans sa première intervention, ce qui signifie que, que ces arguments s'adressaient bien entendu à l'accusation, bien sûr, et je répète, la Chambre aimerait que ces questions présentées dans de tels détails soient résolues inter partes aussi rapidement que possible. Le point suivant à l'ordre du jour, ce sont les éléments de preuve anticipés. Tout d'abord, nombre de témoins estimés. La Chambre note que l'accusation a déjà présenté des écritures à ce sujet. Elle a l'intention d'appeler 152 témoins à l'exclusion des experts des témoins experts, 90 sur M. Ngaïsona, 62 sur M. Yekatom, 109 témoins donneraient un témoignage en personne et 44 témoins, règle 68.2, présenteraient des requêtes. C'est ce qui est envisagé. L'accusation fait valoir qu'elle a déjà éliminé 53 témoins à charge sur lesquels elle s'était précédemment appuyée pendant la confirmation des charges. À la lumière de la portée réduite des charges, la Chambre note également que les observations de la défense de M. Ngaïsona sur cette question ont été déposées dans l'écriture 513 confidentielle. Quelques remarques préliminaires. D'abord, la Chambre trouve le nombre de témoins plutôt élevé. Si cette liste restait en l'état, la Chambre se réserve le droit de limiter le nombre de témoins ou d'imposer une durée maximum de temps pour l'accusation, pour qu'elle présente sa cause, si cela est nécessaire pour garantir l'efficacité de la procédure et le droit de l'accusé à être jugé sans retard indu. Deuxièmement, la Chambre estime que la séparation entre les témoins de M. Ngaïsona et les témoins de M. Yekatom est plutôt inhabituelle à la lumière du caractère conjoint de l'affaire. Et cela semblerait suggérer qu'il n'y ait pas de chevauchement dans les éléments de preuve présentés. En conséquence, la Chambre aimerait vous entendre à ce sujet, Monsieur Van der Poel, sur les questions suivantes. Est-ce que l'accusation s'attend à ce que la liste provisoire des témoins finalement retenus soit plus limitée? Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas des chevauchements dans les éléments de preuve entre les deux accusés, ce qui permettrait de limiter davantage les choses? Troisièmement, la Chambre aimerait vous entendre sur combien de témoins déposeront au siège de la Cour ou par liaison vidéo. Bien entendu, cela dépendra de la manière dont la situation évolue, mais la Chambre aimerait vous entendre donner quelques estimations. Monsieur Van der Poel. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie des observations que vous faites et de l'attention que vous avez portée au sujet de notre écriture précédente en ce qui concerne le nombre de témoins. Nous avons retiré 53 témoins après la décision de confirmation qui n'a pas confirmé les charges, certaines charges contre M. Ngaïsona pour un certain nombre de crimes commis par les anti-Balaka dans certaines provinces en République centrafricaine occidentale. Je pense qu'il est également important de rappeler que la décision de confirmation a déplacé l'accent des crimes qui auraient été commis dans le document contenant les charges, déplacé vers une période précédant l'attaque du 5 décembre que l'accusation avait présenté dans son document contenant les charges. Le document contenant les charges se concentrait sur les crimes qui avaient été commis après que Ngaïsona
devienne le coordinateur national pour les anti-Balaka le 14 janvier 2014. La décision de confirmation des charges a déplacé l'accent sur la responsabilité de M. Ngaïsona pour les crimes qui sont intervenus avant l'attaque du 5 décembre. Message de l'interprète de cabine anglaise, s'il vous plaît, ralentissez pour l'interprétation. Le président, eh bien, au moins, vous savez que vous n'êtes pas seul. J'ai été accusé également, Monsieur Van der Poel. Merci, Monsieur le Président, j'apprécie votre expression de solidarité. Alors, la décision de confirmation des charges a effectivement modifié l'accent mis sur la responsabilité pénale de M. Ngaïsena vers une période qui a précédé l'attaque du 5 décembre. L'effet de ce changement d'accent pour les témoins de l'accusation a été que nous sommes concentrés sur la période suivant la désignation de M. Ngaïsana en tant que chef du groupe. Et nous avons laissé tomber 53 témoins et ajouté d'autres témoins que nous avions déjà. Voilà, pour expliquer le nombre de témoins, il y a également des experts que nous souhaiterions appeler. Le président. Je ne veux pas vous interrompre, mais nous reviendrons sur les témoins experts tout à l'heure. Monsieur Van der Poel, alors, effectivement, nous avons un certain nombre de témoins experts que nous souhaiterions appeler, mais effectivement, il y a des doublons dans le nombre de témoins actuels. Nous souhaitions donner à la Chambre une idée générale en ce qui concerne la manière dont nous voyons les éléments de preuve et la pertinence de ces éléments s'agissant de chaque accusé que nous allons appeler. Donc, monsieur, il y a une différence aussi en ce qui concerne les crimes dont sont accusés monsieur Ngaïsona et monsieur Yekatom. Monsieur Yekatom est inculpé comme auteur principal dans la commission de ces crimes, alors que M. Ngaïsona est inculpé d'être complice. Le nombre de témoins pour M. Yekatom dans la commission des crimes est fondamentalement différent de la nature de son implication par rapport à M. Ngaïsona. Nous souhaitions vous donner une idée de cette répartition. Bien entendu, il y a des doublons parce qu'ils sont tous les deux membres du même groupe. Ils sont en contact les uns avec les autres et parce que les membres de leur cercle sont ensemble. Il y a toutes sortes de choses, effectivement, qui contribuent à une tendance plus large des crimes qui sont commis par le groupe d'une manière générale. Donc, il y a un certain nombre de doublons, c'est vrai. S'agissant du nombre de témoins, je crois que nous en avons identifié, accordez-moi une seconde. La majorité des témoins, je pense que nous aurions souhaité faire venir ici en personne. Bon, cela va dépendre bien entendu des contraintes logistiques et notamment la pandémie actuelle. 33 témoins que nous envisagions d'entendre par liaison vidéo et beaucoup d'autres en personne, en particulier des témoins directs, nous en avons beaucoup. Alors j'espère retrouver le nombre total. Enfin, nous avions également l'intention d'appeler 48 témoins, règle 68.2. Et cela est approprié parce que nous avons des témoins qui ne parlent pas nécessairement des actes et du comportement de l'accusé, mais peut-être des actes et du comportement du groupe, et des actes et des comportements des subordonnés de l'accusé. Également des témoins des crimes ou des victimes. Nous avons également un certain nombre de témoins qui pourraient couvrir tout cela.
Donc je pense que nous pouvons envisager 70, à peu près 70 témoins qui viendraient témoigner en personne, mais ça peut changer. Le président, pour ce qui est des témoins entendus par liaison vidéo, Monsieur Van Der Poel, eh bien je pense environ 33, 34, c'est ce que nous envisageons pour le moment. Le président, merci beaucoup. Y a-t-il des commentaires de la part de la défense? Mais s'il vous plaît, ne répétez pas ce que vous avez déjà indiqué dans vos écritures. Vous le savez, n'est-ce pas? Maître Knops, merci, Monsieur le Président. Bien entendu, nous allons réagir aux arguments présentés par l'accusation à cet égard. À ce sujet, j'ai des notes d'allocution pour les cabines, indique Maître Knops. Je prends la page 13 des notes que j'ai envoyées. Je vais commencer par l'impact de la portée réduite des charges. Et puis plusieurs autres points, 3 points. Monsieur le Président, nous avons demandé à la Chambre, proprio motu, de réduire la liste des témoins, en nombre en tout cas, à la lumière de la décision claire de la Chambre de première instance. La portée géographique et temporelle est clairement définie. 4 lieux doivent encore être discutés en moins de 3 mois. Je rappelle à la Chambre que l'accusation n'a pas interjeté appel de la confirmation des charges, de la décision de confirmation des charges, ce qui veut dire qu'ils acceptent la portée de la décision et par conséquent les éléments contextuels des crimes allégués. La question de savoir, puisque la Chambre préliminaire a refusé de confirmer certaines charges, est-ce que ces charges peuvent indirectement être utilisées pour prouver certains éléments contextuels des crimes allégués dans un contexte particulier? Nous répondons à cette question clairement par la négative, en particulier puisque la chambre préliminaire s'est abstenue dans cette situation de tirer des conclusions factuelles au sujet des incidents non confirmés. Je fais référence aux paragraphes 23 à 25 de la décision de la Chambre préliminaire en ce qui concerne l'amendement des charges le 14 mai. La Chambre préliminaire a également répondu par la négative à cette question. Le procureur ne peut pas réintroduire des charges non confirmées pour lesquelles il n'y a pas d'éléments de preuve. L'accusation cite 3 précédents du TPY et une décision de la CPI Ntaganda dans la note en bas de page numéro 10 de ses écritures du 20 avril. Les 3 affaires du TPY de 2002, 7 et 9, la décision de Ntaganda ne peut aider la Chambre à cet égard car toutes ces décisions traitent de crimes qui ont été retenus, les crimes retenus comme faisant partie d'une attaque de grande échelle et systématique. Le débat actuel, Monsieur le Président, a trait aux crimes non retenus que l'accusation essaie de réintroduire avec les éléments contextuels allégués. La Chambre préliminaire, clairement, s'est abstenue, contrairement à ce qui est fait dans la décision de Ntaganda, s'est abstenue dans sa décision de confirmation. Dans cette décision,
il y avait clairement une autre position, c'est-à-dire que la chambre préliminaire dans l'affaire de M. Ngaïsona s'abstient de tirer des conclusions factuelles au sujet des charges confirmées. Et si vous prenez l'opinion séparée du juge Tarfusser en ce qui concerne cette approche, eh bien, vous voyez que cette approche est également citée par la chambre préliminaire dans notre affaire. Donc, il y a des éléments de preuve qui manquent et donc il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse juridique des éléments contextuels potentiels à cet égard. Alors, pour résumer les choses, Monsieur le Président, notre deuxième point, l'accusation ne peut plus, après la confirmation, s'appuyer sur des éléments qui figurent à l'extérieur des faits et circonstances des charges pour prouver des éléments contextuels. Même chose pour ce qui est de l'argument en ce qui concerne la politique de l'organisation. Le président, puis-je vous interrompre ici, le maître Knops, bien entendu, le président, nous avons pris note de vos écritures à cet égard. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui, maître Knops, bien sûr. Donc, s'il vous plaît, ne répétez pas ce que vous avez déjà envoyé par écrit, maître Knops. Très bien. Le président, s'il vous plaît, raccourcissez cette intervention, maître Knops. Même chose en ce qui concerne les arguments, en ce qui concerne la politique de l'organisation et le système qui souhaiterait, l'accusation souhaiterait utiliser l'argument de l'intention première. Outre cet argument, Monsieur le Président, nous souhaiterions souligner le fait qu'il n'y a pas de référence pour étayer l'affirmation de l'accusation selon laquelle des éléments de preuve circonstanciels par le biais d'actes subséquents après le comportement incriminé peuvent être pris en compte dans la procédure pénale. Nous savons tous qu'il y a des règles en matière d'éléments de preuve aux États-Unis. C'est autorisé. Et contrairement à ce précédent, dans d'autres procédures, la décision de confirmation de chambre de la chambre préliminaire a pris une position différente d'autres juridictions en ce qui concerne l'intention préalable potentielle qui pouvait être déduite d'actes subséquents. L'accusation ignore à cet égard la distinction claire entre ces juridictions et ignore les conclusions de la chambre préliminaire, c'est-à-dire que les éléments de preuve n'ont pas montré l'application sans interruption alléguée de M. Ngaïsona dans les activités anti-Balaka et qu'elle a limité au contraire cela a une connaissance et un contrôle sur leurs actions. L'accusation se fait valoir une lecture partielle de la décision de confirmation des charges et ne prend pas en compte cette conclusion claire de la Chambre. Par conséquent, Monsieur le Président, nous demandons à la Chambre de réduire considérablement le nombre de témoins conformément à la décision de confirmation des charges. Nous demandons également à la Chambre de réduire le nombre de témoins dits internationaux. Il y a toute une série de journalistes, de représentants d'ONG qui n'ont pas été retirés de la liste préliminaire. Or, si vous regardez les déclarations de ces personnes n'étaient pas personnellement témoins des crimes allégués, aucun. Et il se limite à collecter des renseignements anonymes après les événements. Une grande partie de ces déclarations, par conséquent, ne sont pas pertinentes et ne peuvent pas avoir de valeur probatoire, ce qui est établi d'ailleurs dans l'affaire Gbagbo-Blegoudé également, où la Chambre spécifiquement a statué sur ces témoins internationaux. La liste peut donc être raccourcie et toutes ces personnes retirées de la liste. Enfin, Monsieur le Président, s'agissant de l'enquête parallèle de l'accusation au sujet des Séléka,
Au lieu de faire figurer sur la liste des témoins internationaux qui ne peuvent pas déposer personnellement, de toute façon, l'accusation ne fait pas mention de plusieurs témoins qui pourraient déposer au sujet des événements dans la perspective de la coalition des Séléka. Bon, je ne vais pas citer tout cela en audience publique. Si la Cour le souhaite, je peux donner des références spécifiques, des numéros. Le Président, nous comprenons cela. Maître Knops, merci. Le Président, nous restons en audience publique. Maître Knops, il y a également un témoin important, P0958. L'autre personne à laquelle je faisais référence, c'est P1019. Ce témoin, spécifiquement, pourrait donner un récit réel en ce qui concerne l'historique du conflit, le rôle du processus de démilitarisation, le rôle de M. Ngaïsona dans tout cela. Nous demandons à la Chambre de réduire la liste des témoins de l'accusation et de procéder à un réexamen de ces témoins dits internationaux. Prenons également les deux témoins que je viens de mentionner. Si vous parlez d'une historique du conflit plutôt que de s'appuyer sur des journalistes, eh bien, nous suggérons que les témoins que je viens de mentionner sont bien mieux placés pour fournir les meilleures preuves en ce qui concerne cette situation. Le Président, merci Maître Knops. Souhaitez-vous réagir aux mesures de protection directement? Maître Dimitri, non, merci Monsieur le Président. Nous interviendrons en ce qui concerne les liaisons vidéo et l'utilisation de la règle 68. Le Président, merci beaucoup. Monsieur Van der Poel, brièvement, vous n'avez pas vraiment répondu à ma première question. Est-ce qu'il y a potentiellement une limite à votre liste provisoire de témoins? À entendre Maître Knops, bien entendu, et nous pourrions parler de témoins internationaux qui n'ont pas de connaissance directe des événements dans les charges confirmées. Monsieur Van der Poel, oui, il y a pour des témoins internationaux. Alors, si vous avez, par exemple, un témoin qui est arrivé à Bosangoa le 7 décembre 2013, par opposition au 5, le jour où l'attaque s'est passée, et qu'il trouve un village musulman où il y a des éléments de cette attaque interrompus par le président. Monsieur Van der Poel, non, je pense que je peux en fait abréger ce que vous alliez dire. J'ai cru comprendre que Monsieur, ou Maître Knops plutôt, parlait de ces soi-disant témoins internationaux qui en fait sont limités au Ouïghirs. Monsieur Van der Poel, oui, tout à fait, nous avons déjà pris cela en considération. Il y a par exemple des témoins qui ont des éléments de preuve non pas à propos de la conduite de l'accusé. Nous allons donc les convoquer au terme de l'article ou de la règle 68 et cela donc va accélérer la procédure. Mais c'est Maître Knops lui-même qui a soulevé une objection au recours de la part de l'accusation à la règle 68.2. Et je dirais également que pour ce qui est du cadre, de la portée de l'affaire, il y a certains éléments que j'aimerais présenter à Maître Knops en réponse à ce qu'il a dit. Alors, il a parlé de la décision dans l'affaire Taganda. C'est clair comme de l'eau de roche. Il est dit les crimes reprochés doivent avoir lieu dans le contexte d'une attaque et l'accusation a tout à fait le droit de présenter des actes supplémentaires à ceux qui font l'objet de charges afin de démontrer qu'il y a eu attaque. Et dans le contexte de cette affaire, cette attaque a été considérée par la Chambre préliminaire de la suite, comme suit. À partir du mois de septembre 2013, la communauté
où la population musulmane est devenue la cible d'attaques délibérées exécutées par les anti-Balaka et il y a eu cette violence active à Bimbo, à Bangui, à Boeing, dans les préfectures de l'ouest de la RCA, telles que Bang, Bogsentele, Yalogué, Gaga, Zawa, ainsi que Bouali. Et donc, tout sauf Bouali se trouve dans le DCC. Le fait que la chambre préliminaire n'a pas considéré ou n'a pas engagé la responsabilité pénale individuelle de M. Ngassona pour ces crimes ne signifie pas pour autant que ces crimes ne faisaient pas partie de l'attaque. Donc pour ce qui est de la portée du cadre de l'affaire et de la portée de la décision de confirmation, il est tout à fait évident quelle est la confirmation de la Chambre, le cadre temporel, le cadre géographique, ainsi que le nombre des victimes. Et il en va de même pour l'écriture qui définit les éléments constituels pour les crimes de guerre. Vous vous souviendrez que M. Yekatom s'est vu reprocher un crime de guerre pour ce qui est du recours et du recrutement d'enfants. Et d'après la Chambre préliminaire, cela s'est passé jusqu'au mois d'août 2014. Ce qui fait que il y a ce fait, le fait qu'il y avait un conflit armé qui a précédé cela ou qui s'est poursuivi pendant la période pertinente et qui a été démontré par le fait qu'il y a eu des attaques dans tous les lieux que je viens de mentionner. Donc je pense qu'il n'y a plus de point d'interrogation pour ce qui est du cadre et de la portée des éléments de preuve. Et puis il faut savoir également que la Chambre de préliminaire a dit de façon explicite que les crimes qui se sont produits s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique. L'interprète indique que M. Van der Poel va excessivement vite et est en train de lire un texte que l'interprète n'a pas. Je m'excuse, dit M. Van der Poel. Je disais donc que cela s'inscrivait dans le cadre d'une attaque généralisée, que tous ces crimes ont été commis dans le cadre de cette attaque généralisée menée par les anti-Balaka, notamment le groupe de M. Yekaton, entre septembre 2013 et 2014. Le président, écoutez, excusez-moi, je vais vous interrompre. Il s'agit d'une conférence de mise en état. Je ne suis pas en train de dire que ce que vous dites est erroné, mais la Chambre s'intéressera à la fin de la portée et des charges et des requêtes. Mais le moment n'est pas venu de le faire. La Chambre est parfaitement capable de comprendre ce que signifie le sens du cadre des charges. Donc, faites-nous confiance. Nous savons pertinemment quelle est la jurisprudence et nous savons également aussi comment gérer cela. Donc, je me permets de vous interrompre, Monsieur Van der Poel. Non, je voulais répondre. Le président, je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Van der Poel, parce que justement, j'avais donné la parole à Maître Knops, mais de grâce... Comprenez tous les deux que nous pourrions discuter de tout cela pendant 5 heures, voire plus, si nous le souhaitons. Mais nous ne le souhaitons pas. Et nous n'avons pas le temps pour le faire. Et nous allons maintenant nous intéresser aux témoins experts. La Chambre note que l'accusation a indiqué récemment qu'elle avait l'intention de convoquer 5 experts qui vont parler de différents sujets. Analyse historique relative au conflit, photographie satellitaire, traumatisme, registre des données téléphoniques et enfants soldats en RCA. La Chambre rappelle également que la défense de Yekatom avait proposé donc que des consignes communes soient données aux experts par ça en écriture numéro 472. Par ailleurs, la Chambre avait également récemment reçu une notification suivant laquelle la défense de M. Yekatom était en train d'interroger un expert de la RCA. Au vu des recoupements potentiels et compte tenu de l'expérience des témoins experts auprès de la Cour, la Chambre souhaiterait rationaliser la présentation des éléments de preuve présentés par les experts et apprécierait une véritable coopération entre les parties. La Chambre aimerait savoir ce que pensent les parties du fait de pouvoir inviter des experts que je qualifierais de communs et qui témoigneront sur des thèmes plus neutres, qui ne sont pas des thèmes relevant d'éléments de preuve. Vous savez, parfois, nous avons l'impression que
ou cela signifierait en tout cas que les parties pourraient se mettre d'accord quant au choix d'un expert et conviendrait que les experts sont des experts de leur domaine et qu'ils ne sont pas liés à l'une ou l'autre partie. Ce qui signifierait donc que les parties pourraient convenir d'un expert, pourraient lui poser et pourraient poser des questions à cet expert. Alors, bon, l'expérience de cette cour n'est pas particulièrement prometteuse en la matière. Mais je vais vous donner un exemple quand même au sujet des experts communs pour concrétiser un peu ce que je vous dis. À titre d'illustration, un expert pourrait témoigner au sujet de questions qui ne font absolument pas l'objet de contention entre les parties. Je pense par exemple au conflit historique en République centrafricaine. Et il semblerait, qui plus est, que cet expert est accepté par la défense de M. Yekatom, par l'accusation, par l'autre équipe de la défense peut-être, et cet expert pourrait être un candidat au titre d'expert commun. Mais c'est un exemple. Et ne méprenez pas mes propos. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut limiter cela à cet expert et à ce domaine de compétences bien précises. Mais bien sûr, il y a des limites. Il y a des thèmes qui vont être contestés par l'autre partie, je le sais, la Chambre le sait, mais nous aimerions entendre votre point de vue à ce sujet. Que pensez-vous de cette idée d'avoir des experts communs et, le cas échéant, pour quel thème? Monsieur Van der Poel, je vous donne la parole. C'est toujours à vous que revient d'avoir la parole en premier lieu. Monsieur Van der Poel, et je vous en suis fort gré. Pour ce qui est de consignes communes donc données aux experts ou d'un accord au sujet du choix d'un expert commun, je pense qu'il est quand même important de mentionner, et je pense à notre perspective, le fait que cela fait un certain temps que nous nous préparons à cette affaire. Il y a un certain nombre de témoins experts auxquels nous avons donné des instructions, des consignes avant le processus de confirmation. Il s'agit d'experts relatifs aux enfants soldats, des experts qui témoignent sur le traumatisme, sur l'imagerie satellitaire, sur la dimension démographique. Nous avons également un expert en matière de registre de données téléphoniques. Et lorsque l'affaire a été confirmée, il y avait un expert auquel nous n'avions pas donné d'instruction. Nous étions en train de réfléchir à la question et nous avons pris contact avec la défense parce que nous avons pensé que ce témoin pourrait témoigner sur le contexte historique dans lequel se sont déroulés les crimes. Mais nous n'avons pas obtenu l'aval de la défense à ce sujet. Le président, mais peut-être que si la Chambre incitait les équipes, bon, vous n'êtes pas obligé d'accepter, bien entendu, et il appartient aux équipes de nommer leurs propres experts. Mais, monsieur, c'est un principe important pour cette Chambre et pour d'autres chambres également, d'ailleurs, auprès desquelles nous avons siégé. Nous apprécions vivement le fait que des faits qui ne font l'objet d'aucun contentieux ou qui font l'objet de très peu de contentieux puissent aboutir à une coopération entre les parties, et je l'ai dit à moult reprises. Monsieur Van der Poel, nous sommes tout à fait disposés à coopérer avec la défense dans cette veine, justement. Mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est que nous avons fait un geste vers la défense. Et la défense n'a pas souhaité accepter la personne à laquelle nous pensions. Elle n'a pas non plus présenté d'autres propositions. Nous avons donc commencé à donner nos instructions à cette personne qui a commencé à travailler à son rapport. Et nous n'avions pas donc cette incitation à avoir ces experts communs en amont de la confirmation. Donc, tout cela pour vous dire, Monsieur le Président, que nous en avons quasiment terminé avec les consignes et instructions données aux témoins experts que nous allons faire comparaître. Mais certes, si la défense souhaite faire des propositions, le Président, je vais faire une proposition. La Chambre pensait que vous pourriez peut-être conférer avec la défense, mais je vais peut-être donner la parole à la défense pour entendre son point de vue. Peut-être que cela va être rejeté complètement. Maître Dimitri, puis Maître Massida. Maître Dimitri, merci, Monsieur le Président. Effectivement,
nous souhaitons avoir cette coopération avec le procureur et nous avons déjà eu cette coopération à plusieurs reprises et sur plusieurs sujets. Alors peut-être que l'on pourrait prendre un peu de recul et premièrement identifier les thèmes, les sujets qui pourraient faire l'objet de ce type d'experts. Je pense par exemple l'imagerie satellitaire, les registres de données téléphoniques. Et si l'accusation est d'accord, nous pourrions effectivement prendre langue avec l'accusation et parler du nom de certains experts. Il y a certains sujets et il s'agit de l'expert auquel faisait référence l'accusation. Il y a certains experts pour lesquels nous ne pensons pas qu'il soit judicieux de faire témoigner un témoin expert parce que l'accusation a déjà plusieurs témoins qui peuvent parler du conflit, des éléments de contexte du conflit, mais ça c'est notre point de vue. Mais certes, nous allons communiquer avec l'accusation à ce sujet. Le président, merci beaucoup, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Et ce que vous venez de mentionner en dernier lieu, c'est une autre question, bien sûr, car il ne s'agit pas d'une question au sujet de laquelle on peut convoquer un témoin expert. Il s'agit tout simplement de témoins. Et puis, je fais référence à l'affaire Ongwen. Nous avons acquis une certaine expérience en la matière. Les témoins dits classiques, qui ne sont pas officiellement appelés des témoins experts, peuvent parfois fournir des éléments de preuve qui sont judicieux au sujet de thèmes qui normalement devraient être abordés par des experts, des témoins experts qui viennent de pays occidentaux, qui ont une visée tout à fait universitaire ou théorique de la question, alors qu'un témoin qui vient de cette culture peut apporter son témoignage. Maître Knops, ceci étant dit, vous voulez intervenir, Maître Knops? Oui, c'est exactement ce que je souhaitais dire, Monsieur le Président. Pour ce qui est de notre équipe de la défense, il ne s'agit pas de dire que nous ne sommes pas disposés à coopérer, j'insiste, ce n'est pas du tout cela. Mais je parle au nom de l'accusé. J'ai beaucoup parlé avec M. Ngaïsona de cette question, justement. Et M. Ngaïsona ne préfère pas ou préfère ne pas avoir des experts, des témoins experts, mais plutôt des témoins qui se trouvent sur le terrain. Il y a deux personnes que j'avais mentionnées qui ne font pas partie de la liste, le témoin P 958 et P 1019. L'expérience que j'ai acquise pendant ma carrière est que lorsqu'il s'agit de témoins qui dépendent de oui-dire ou de témoignages indirects, ce sont des témoins pour lesquels il va y avoir toute une discussion au sujet des sources de ces experts qui n'étaient pas présents en ce moment. Et dans l'affaire Gbagbo-Blegoudé, nous avons passé des heures interminables pendant les audiences à poser des questions aux témoins experts pour leur demander sur quoi vous appuyez-vous. Vous n'étiez pas présent pendant les faits. À qui avez-vous parlé? Donc pour éviter ce genre de choses, je me permets de vous proposer ce qui suit pour ce qui est d'instructions communes données. Je vous dirais que dans ma protection, cela va à l'encontre de l'indépendance des conseils. Mon client ne m'a pas donné d'instructions pour que je donne des instructions communes à un témoin expert. Et puis cela m'amène à parler de la déontologie des avocats. Et puis deuxièmement, lorsqu'il s'agit de reconstruire les événements historiques, il y a des éléments de preuve qui sont bien meilleurs et qui ne se trouve pas sur la liste de l'accusation. Parce que si nous parlons justement de reconstruction des événements et du rôle joué par M. Ngaïsona, par exemple, ces éléments de preuve sont des éléments de preuve qui sont les meilleurs éléments de preuve. Le président, bien sûr, bon, c'est très clair, mais c'est un peu décourageant quand même. Toutefois, vous aurez peut-être remarqué qu'au départ, j'ai dit que nous n'allions pas donner des instructions communes à ces experts. Maître Knops, excusez-moi, je suis désolée de vous entendre dire que cela est décourageant. Je ne suis pas ici pour décourager qui que ce soit, mais j'aimerais vous dire que pour les experts sur l'ADN, des médecins légistes, par exemple, des personnes qui écrivent après les faits un rapport sur l'origine du conflit, ce sont des experts différents. Donc il faut quand même faire la part des choses et voir de quel type d'experts nous avons besoin. Et j'aimerais vous dire qu'il faut absolument être transparent. Et je suis transparent vis-à-vis de vous et de l'accusation. L'accusé que je représente a dit très clairement, m'a dit
très très clairement. Moi, je vois la liste de l'accusation, je vois la liste des témoins internationaux, je vois la liste des experts. Cela ne va absolument pas nous aider à reconstruire ce qui, d'après moi, s'est passé. Nous avons lu les éléments de preuve et c'est la raison pour laquelle je vous dis d'ores et déjà qu'il vaut mieux passer du temps pendant une audience à poser des questions à un témoin qui témoigne sur les faits plutôt que de passer plusieurs heures à vérifier les sources de certains témoins experts. Le président, mais je n'envisageais pas du tout de convoquer 5 à 6 experts sur ce type de thème. Maître Knop, je me contentais de donner un exemple. Le président, d'accord. Bon, le fait est que la Chambre a suggéré quelque chose. Vous avez... réfléchissez à cette idée d'experts communs qui témoignent à propos de certains thèmes seulement. Mais je continue à maintenir, Maître Dimitri, que ce témoin que vous avez contacté pourrait justement être de l'un de ces experts. Et nous allons voir. Maître Massida. Maître Massida, je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis très silencieuse et c'est très surprenant pour moi aujourd'hui. Mais très brièvement, au sujet de ces experts communs, nous pourrons nous rallier à cet effort justement pour nous livrer à ce type d'exercice. Au départ, c'est avec contre-cœur que nous avions envisagé l'idée des instructions ou consignes communes parce que il se peut que nous ayons une stratégie différente ou une perspective différentes pour les victimes, par exemple, et la victimisation. Mais je pense, par exemple, à l'expert qui va témoigner sur le traumatisme. C'est quelque chose d'important en ce qui nous concerne. Et puis, nous voulons également voir comment les experts proposés par l'accusation pourraient aborder le thème de la victimisation. Donc nous sommes peut-être un peu moins intéressés pour ce qui est des autres experts. Le président, je vous remercie, Maître Massida. Pour mettre un terme à cette discussion, je vous dirais que si un accord au sujet d'experts communs pouvait être obtenu, ce qui n'est absolument pas évident d'après ce que je viens d'entendre, la Chambre apprécierait vivement de recevoir des propositions communes, des propositions concrètes aussi rapidement que possible et au plus tard à la date butoir qui va être prévue pour la liste définitive des témoins. Et cette date butoir sera indiquée en temps voulu. Et en dernier lieu, la Chambre aimerait indiquer aux parties et aux participants que si aucun expert commun ne peut être trouvé, cela dépend de l'expertise de la stratégie, etc., la Chambre se réserve le droit de nommer son propre expert. Et puis, M. Van der Poel, je vous dirais que compte tenu des difficultés que vous aurez peut-être à convoquer les témoins dans un avenir proche, je m'interroge et me demande si vous seriez disposé à adapter votre présentation des éléments de preuve, en ce sens que vous convoquerez d'abord des témoins experts qui se trouvent par exemple aux Pays-Bas et qu'il est plus facile de faire venir. Je vous incite vivement à envisager cela. Vous pouvez tout simplement me dire oui, ce n'est pas la peine de faire une longue intervention. Mais Monsieur Van der Poel, oui. Le président, nous allons maintenant nous intéresser aux faits faisant l'objet d'accords en application de la règle 69. Oui, maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, sur cette dernière question, je voudrais simplement faire une observation qui est la suivante. Si un projet d'accord est sur le point d'aboutir ou d'intervenir, nous ne nous immisçons pas dans le contenu de cet accord, mais il serait opportun pour les représentants légaux des victimes que ce projet, non pas le projet, mais que cette intention leur soit notifiée pour qu'elles puissent éventuellement donner leur avis ou faire des observations, indépendamment du contenu. Voilà, préalablement, on prenne soin d'indiquer au RLV que sur ce thème-là ou sur ce point-là, une proposition d'accord entre défense et accusation a lieu. Voilà, simplement nous notifier l'information. Le président, je vous remercie, maître, et nous en prenons bonne note.
Nous allons donc parler des faits faisant l'objet d'accord en application de la règle 69. La Chambre considère que ces faits faisant l'objet d'accord en application de la règle 69 représentent un vecteur important qui permet d'assurer l'efficacité de la procédure. Malheureusement, dans cette cour, c'est un vecteur ou un outil qui a été sous-utilisé par le passé. La Chambre souhaiterait ou se réjouit de constater que les parties ont au moins commencé des discussions à cet égard. Et nous aimerions vous encourager vivement à concentrer vos efforts sur les questions et les allégations faisant l'objet de litiges à l'encontre des accusés. Et j'encourage tous les parties et tous les participants. Et lorsque elle décidera si des faits faisant l'objet d'accord sont considérés comme prouvés, la Chambre prendra en considération les vues des représentants des victimes, si cela est approprié, conformément à la règle 69 du règlement. Indépendamment du résultat des négociations, donc au terme de la règle 69, la Chambre encourage vivement les parties à concentrer leur présentation de moyens sur des questions faisant vraiment l'objet de litiges. Alors, il se peut qu'il y ait des faits sur lesquels vous ne vous mettrez pas d'accord, mais qui ne sont pas pertinents. Donc, ce n'est pas très logique de passer beaucoup de temps là-dessus. Moi, cela fait 2 ans que je suis ici. Je tire les enseignements du passé. Même si vous nous dites nous ne pouvons pas nous mettre d'accord. Et la Chambre veillera au grain et fera en sorte que cela se passe véritablement. Étant donné que 3 mois se sont écoulés depuis que la Chambre a reçu une information à ce sujet, nous aimerions savoir si des progrès ont été faits ou pas. Et je vous donne à nouveau la parole, Monsieur Van der Poel. Monsieur Van der Poel, merci. Monsieur le Président, je dois vous dire que je suis d'accord avec l'évaluation que vous venez de faire au sujet de l'utilisation des faits faisant l'objet d'accord, qui est un outil qui permet d'accélérer la procédure. Nous avons fait quelques gestes vis-à-vis de la défense. Nous avons proposé 58 de faits qui pourraient faire potentiellement l'objet d'accord. Puis deuxième tentative, il s'agissait de 106 faits que nous proposions pour conclure un accord. Et peut-être que Maître Knops pourra venir à mon secours, mais la défense de M. de Gaissona a fondamentalement accepté 3 de ces faits jusqu'à présent. Ils n'ont pas encore répondu à notre proposition visant 106 faits, mais ils ont répondu donc pour ce qui est des 58 et ils ont accepté 3 faits. La date à laquelle Monsieur Ngaïsona a été élu à la Fédération centrafricaine de football. Deuxièmement, ils acceptent un autre fait, le fait qu'il a représenté sa ville en 2011. Et puis troisièmement, le fait qu'il a été nommé ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture le 3 février par le biais ou le truchement d'un décret promulgué le 3 février 2013. Voilà ce sur quoi ils sont d'accord. Nous proposions des faits qui représente ou constitue une information beaucoup plus importante. Le président, oui, mais vous ne pouvez pas rentrer dans les détails, ça va prendre trop longtemps. Monsieur Van der Poel, oui, non, mais je peux parler des éléments contextuels du crime, donc des catégories, en fait. Les crimes commis par la Seleka, je pense également à la composition des groupes anti-Balaka. Voilà, ce genre de choses. Et notre deuxième proposition est assez semblable d'ailleurs. Il s'agit de faits qui émanent des faits acceptés par la décision de confirmation. Mais nous attendons la réponse de la défense à ce sujet. Voilà où nous en sommes. Pour ce qui est de la défense de M. Yekatom,
Elle a, en ce qui me concerne, refusé d'accepter. Elle a fait référence aux questions de communication et ils nous ont dit nous n'allons pas analyser les faits faisant l'objet d'accord tant que vous n'avez pas réglé la question des obligations en matière de communication, ce qui ne me semble pas tout à fait logique d'ailleurs. Le président. Eh bien, cela est tout à fait conforme à l'expérience glanée dans cette cour, dans des affaires différentes. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Donc, nous allons continuer. Maître Knops, vous souhaitez intervenir? Maître Knops, oui, Monsieur le Président. Je pense que vous avez une expérience de juge au sein de cette cour et je ne pense pas qu'il faille placer la barre trop haut pour ce qui est de votre aspiration. Nous sommes toujours d'accord pour analyser ou envisager les faits faisant l'objet d'accord, mais si nous ne sommes pas d'accord quant à l'interprétation de la décision de la confirmation des charges et plus précisément de son paragraphe 170, où il est dit qu'il n'y a pas d'éléments de preuve pour ce qui est du coordinateur national d'un côté et les zones ou les zones de commandement dans les districts dont 10 n'ont pas été confirmés. Si l'accusation, lorsque nous parlons du cadre des charges, est en profond désaccord avec l'interprétation de cette décision, le président interrompant. Non, je pense que nous pouvons tout à fait abréger la discussion. Moi, je voulais juste demander votre point de vue. De toute façon, nous ne pouvons pas parler de choses précises ici. Je ne peux forcer la main à personne et ne contraindre personne à accepter quoi que ce soit. Nous voulions tout simplement savoir ce qu'il en était. Nous avons entendu les informations de M. Van der Poel. Je ne sais pas s'il existe véritablement un potentiel, mais dites-le si tel est le cas, mais rapidement. Maître Knops, je peux rassurer la Chambre que chaque fois que je travaille dans une affaire, même s'il y a un décalage entre l'interprétation de l'accusation et de la défense pour certaines choses, nous essayons toujours de prendre en considération sérieusement une proposition. Et nous allons le faire et j'espère que nous pourrons nous mettre d'accord sur certains faits. Mais je ne veux pas que vous placiez la barre trop haut parce que la défense et l'accusation sont en profond désaccord. Le président, n'était pas la peine de minimiser mes aspirations. Maître Dimitri, je voudrais dire quelque chose. La défense de M. Yekatom n'a pas refusé de considérer les faits faisant l'objet d'accord. Il y avait un certain nombre de requêtes de communication qui remontaient au mois de décembre 2019. Nous avons dit à l'accusation, répondez à nos lettres, apportez-nous vos réponses et ensuite nous envisagerons les faits faisant l'objet d'accord. Nous avons reçu une réponse hier et maintenant nous allons nous occuper des faits faisant l'objet d'accord. Le président, merci, Maître Dimitri. Si les parties parviennent à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, ils pourront donc nous présenter une liste pour les experts communs. Et puis, dernier point de notre ordre du jour, ordre du jour que vous avez reçu d'ailleurs, il s'agit donc des prévisions pour ce qui est de la participation des victimes. Pour le moment, pour ce qui est des demandes des victimes, nous souhaiterions indiquer qu'il y a 2 questions. Dans un premier temps, vous avez des demandes de victimes qui ont déjà été acceptées. La Chambre constate que le cadre factuel des charges a été diminué suite à la décision relative à la confirmation des charges et que cela pourrait avoir une incidence sur le nombre de demandes de victimes acceptées. Deuxièmement, pour ce qui est de nouvelles demandes, la Chambre prend note des écritures VPRS, de la représentation légale commune des victimes et du greffe, indiquant qu'un plus grand nombre de victimes pourraient se présenter. Il est également question des différents défis, notamment au vu de la pandémie due au coronavirus. La Chambre souhaiterait recevoir des informations, notamment de la représentation légale commune des victimes et de la section de participation des victimes pour ce qui est de déterminer le nombre de victimes participantes compte tenu de la portée réduite des charges. Et nous aimerions pouvoir également savoir ce qu'il en est des prévisions en fait pour les futures demandes de victimes. Maître Massida.
Madame Massida, merci. Étant donné que la portée des charges a été réduite, eh bien, malheureusement, on ne peut pas en déduire que le nombre de victimes se soit réduit. On ne peut pas s'y attendre. Nous avons un grand nombre de victimes qui résident à Bangui et à l'extérieur de Bangui et qui ont attendu la confirmation des charges pour se présenter. Nous avons par exemple un grand nombre de victimes ayant un lien direct avec les événements qui ont été confirmés par la chambre préliminaire. Aujourd'hui, nous réussissons à continuer notre travail sur le terrain, ce qui veut dire que nous sommes dans une certaine mesure capables de collecter des renseignements supplémentaires pour les victimes qui pourraient demander ce genre d'informations pour se qualifier comme victimes dans l'affaire. Nous continuons à collecter de nouvelles demandes. Le résultat de tout cela, c'est que nous avons communiqué au VPRS 74 formulaires nouveaux. Nous en avons 250 en préparation et davantage encore de demandes qui arrivent. Juste pour vous donner un aperçu des chiffres. Ma collègue, Madame Rabé Sandratana, pourra vous donner davantage de détails sur la situation au Tchad et au Cameroun. Nous avons beaucoup de victimes qui sont là-bas, 3000 personnes et plus, qui pourraient potentiellement être des victimes qui pourraient être prises en compte comme victimes dans cette affaire. Nous avons pris des précautions et nous continuons à travailler de telle sorte que nous puissions continuer à envoyer au greffe de manière progressive ces formulaires. Néanmoins, et c'est là ma dernière remarque, nous serions reconnaissants à la Chambre de bien vouloir autoriser les représentants légaux des victimes à continuer de manière ainsi progressive à déposer les demandes auprès du greffe, au moins jusqu'à la fin de la cause de l'accusation. Merci. Le Président, merci. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne la situation des victimes au Tchad, sur les victimes participantes acceptées, il n'y a aucune, à ce jour, il n'y aura pas de réduction du nombre de victimes parce que les premiers dossiers proviennent en fait du camp le plus proche de la capitale N'Djamena. Donc la plupart, enfin ce sont toutes des victimes originaires de Bangui. Ce qui fait que, en ce qui concerne le champ géographique, il est assez limité sur ce camp-là. La difficulté que nous rencontrons concerne les victimes qui vivent dans des camps le long de la frontière entre le Tchad et la Centrafrique. Là, il y a un nombre de camps importants, il y en a 7. Et également parce que aussi ces victimes-là sont passées par le Cameroun avant d'arriver au Tchad. Et là, les liaisons, notamment les liaisons par Internet, sont très compliquées. Donc, mais nous avons déjà 170 nouveaux dossiers, enfin nouveaux formulaires que je vais transmettre. Enfin, j'en ai apporté aujourd'hui un certain nombre que je vais transmettre. Voilà. Mais pour le reste, il y a un potentiel de victimes très important, mais je ne peux pas aujourd'hui vous dire exactement le nombre pour toutes ces victimes qui sont le long de la frontière. Bien entendu, je m'associe à la demande de mon confrère Paulina Massida sur le fait d'avoir la possibilité de continuer à déposer les formulaires tout le long de la procédure. Le Président, merci, Maître. Du côté du greffe, vous avez des réactions? Maître Soupro. Monsieur le Président, si vous me le permettez. Merci, Monsieur le Président. Juste aussi une mise à jour concernant les anciens soldats.
Comme vous le savez, le chef d'accusation 29 concernant l'enrôlement d'enfants soldats de moins de 15 ans et de leur utilisation active à des hostilités a été confirmé au regard de M. Yekatom, mais non pas au regard de M. Ngaïsena, ce qui fait que le nombre d'anciens enfants soldats qui ont participé au stade préliminaire doit rester le même. C'est donc 88 anciens enfants soldats. Concernant les nouvelles demandes de participation, notre équipe n'a pas procédé à la collection de telles demandes, puisque c'est la responsabilité primaire de nos collègues de la VIPRS. Un certain nombre de personnes se prétendant anciens enfants soldats des anti-Balaka nous ont contactés. Nous avons envoyé ces informations à la VIPRS pour le traitement. Je vous remercie. Le président, merci. C'était un petit peu prématuré. Le greffe. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président, dit Madame Bricky. Une mise à jour d'abord sur les demandes que nous avons reçues et puis notre examen. À ce jour, nous avons reçu 1339 demandes de victimes dans cette affaire, y compris les 1244 que nous avions déjà citées dans notre dernière écriture, reçues pendant la procédure préliminaire, et 95 nouvelles demandes que nous avons reçues, y compris les 74 citées par Madame Massida. Le greffe continue à examiner son examen des demandes reçues pendant la procédure préliminaire. À la lumière de la portée confirmée de l'affaire, nous avons déjà fait rapport à ce sujet dans notre dernière écriture 470, en date du 8 avril. Le greffe actuellement examine avec les représentants légaux des victimes les 1087 victimes participantes qui résultent de notre examen en cours, en particulier pour ce qui est des victimes participantes qui peuvent se trouver influencées de manière négative par la décision en ce qui concerne la confirmation des charges. Pour finaliser notre analyse juridique de ces demandes, le greffe attend les réactions et les renseignements supplémentaires qui doivent être reçus des représentants légaux des victimes. Pour le moment, nous avons déjà quelques informations, mais nous en attendons davantage. Le greffe reviendra devant la Chambre prochainement pour demander des lignes directrices en ce qui concerne certaines questions que nous devons voir clarifiées après la décision de confirmation des charges. Il s'agit de certains aspects ayant trait à la portée de l'affaire. Pour ce qui est maintenant des prévisions, des nouvelles demandes que nous allons recevoir, comme tout le monde l'a déjà dit, il y a des restrictions liées au Covid-19 et à cause de ces restrictions, le greffe n'a pas été en mesure pour le moment d'avoir des entretiens en personne avec les victimes. Le greffe n'a pas non plus été en mesure de demander à nos intermédiaires formés de nous aider dans cette tâche. Le greffe, cependant, a été informé du fait qu'environ 300 personnes avaient déjà exprimé un intérêt à remplir des formulaires de participation dans cette affaire, mais pour le moment, nous n'avons reçu aucune demande de la part de ces 300 personnes. Le greffe est également en train d'étudier des possibilités pour compenser les restrictions physiques liées à la COVID-19. Par exemple, est-ce qu'on pourrait collecter des demandes par réunion téléphonique ou en utilisant des outils virtuels ou des forums virtuels pour communiquer
en respectant les restrictions, je veux dire les restrictions en matière de sécurité et de santé. Nous explorons également la possibilité de diffuser des informations par le biais de nos intermédiaires qui ont été sélectionnés tout en respectant les règles de santé et de sécurité. Le greffe s'attend à ce qu'il y ait des retards pour avoir accès aux victimes pertinentes, comme certains d'entre nous ici l'ont déjà indiqué. Nous nous attendons à ce que... Il faudra peut-être poursuivre les activités que nous menons pour ce qui est des victimes et de leur participation pendant l'année 2021. C'est la raison pour laquelle le greffe est d'accord avec les propositions faites par les représentants légaux des victimes et suggère que la Chambre envisage la possibilité de ne pas fixer de date butoir avant la fin de la cause de l'accusation, s'il doit y avoir une date butoir. Sinon, nous préférerions, pour notre part, qu'il n'y ait pas de date butoir et que nous puissions continuer à collecter les demandes de la part des victimes tout au long du processus. Si la Chambre souhaite ou est disposée à examiner ces suggestions, le greffe est en mesure rapidement de déposer des écritures au sujet de ces suggestions. Merci beaucoup. Le Président, merci beaucoup. Je ne pense pas que la défense ait une réaction à cela. Si, Maître Knops, le Président et Maître Knops, s'il vous plaît, gardez à l'esprit l'heure. Maître Knops, s'agissant de la date butoir, je pense que cela est pertinent. J'espère que l'année 2021 ne va pas influencer les juges en ce qui concerne le début du procès. Le Président, non, non, pas du tout. Maître Knops, merci. Nous faisons valoir que le 5 mars 2019, la Chambre préliminaire a pris sa décision en ce qui concerne les victimes, publiée le 5 mars 2019. Nous disons qu'il devrait y avoir une date butoir et qu'il n'est pas acceptable qu'il y ait encore des victimes à présenter leur demande après la fin de la cause de l'accusation. Nous insistons pour que la Chambre, à la lumière du calendrier du 5 mars 2019, fixe plutôt une date de procès et que cette date de procès constitue la date butoir, comme dans l'affaire ivoirienne, 90 jours avant le début du procès. Le Président, merci. Maître Dimitri, des commentaires? Maître Dimitri, non. Le Président... Madame Maître Dimitri, je suis entre vos mains. Je puis être brève. Deux questions se sont posées depuis nos dernières écritures et la dernière conférence de mise en état. Je suis prête à déposer une écriture, mais sinon, je peux vous en parler en moins de 10 minutes. Le Président. Finissons sur ce sujet tout d'abord. Maître Dimitri, merci. Le Président, bon, quel que soit le système que nous adoptons, une date butoir ou pas de date butoir, en tout cas, la Chambre incite VPRS à commencer immédiatement la collecte des demandes des victimes, des nouvelles demandes de victimes, et à maintenir la communication avec les représentants légaux des victimes. La Chambre note également les modalités en ce qui concerne la participation des victimes au cours de la procédure et leur présentation des éléments de preuve fera partie d'une décision à venir, règle 140. C'est relativement clair. Je donne la parole à Maître Dimitri, s'il vous plaît. Ne soyez pas trop longue, nous préférerions des écritures.
Maître Dimitri, je puis vous assurer que nous avons soulevé ces questions avec l'accusation inter partes, mais nous n'avons pas trouvé de solution. Voilà pourquoi nous demandons l'intervention de la Chambre. Je suis entre vos mains en ce qui concerne les écritures, si vous en souhaitez. Le premier point, il s'agit de la divulgation des notes d'entretien préliminaire. Nous comprenons votre décision. Le président, eh bien, envoyez des écritures, s'il vous plaît. Maître Dimitri. Merci, Monsieur le Président. Depuis votre décision en ce qui concerne les projets de déclaration, il y a eu des discussions avec l'accusation. Le 3 septembre 2019, la Chambre préliminaire a pris une décision en ce qui concerne la requête de la défense pour la prorogation de l'écriture 315. Il s'agit des 108 notes d'entretien préalable pour les témoins sur lesquels l'accusation entend s'appuyer. Le président, c'est une erreur, mais j'ai indiqué que j'aurais préféré, que je préférerais des écritures. C'est une question très spécifique et je ne pense pas que nous puissions dire grand-chose de significatif ici aujourd'hui. Mais nous allons déposer des écritures. Maître Dimitri, est-ce que je peux simplement dire quelques mots? Le président, bien entendu. Maître Dimitri, la deuxième question, il s'agit des écritures au sujet de l'amendement que nous avons proposé au protocole en matière d'expurgation. Nous avons déposé des écritures. Je ne vais pas les répéter. Je voudrais simplement mettre en avant un problème récurrent auquel nous nous heurtons. Nous avons reçu les dernières divulgations, le dernier lot de divulgations, et je peux prendre des exemples concrets. Nous continuons à recevoir des déclarations avec B1, B2, B3, des déclarations B1, B2, B3 ou des individus qui sont des témoins directs d'incidents allégués. Donc, de l'incident allégué dont est accusé notre client, par exemple, dans le lot un crime 34, 35 et 36, nous avons une rédaction B3 portant sur un nom d'une victime alléguée de M. Yekatom. Maître Dimitri, vous êtes maintenant la troisième personne figurant sur la liste des orateurs trop rapides, n'est-ce pas, Maître Dimitri? Maître Dimitri, excusez-moi, le président. Ceci est très spécifique. Nous allons regarder cela de plus près. Vous avez attiré notre attention sur ce point. C'est très bien. Nous recevrons des écritures de votre part à ce sujet. Le président, très bien. Maître Dimitri, nous avons un dernier point à soulever. Le président. Avant de terminer cette audience, la Chambre a un autre point à soulever en ce qui concerne le nombre préoccupant de requêtes ayant trait à la portée des charges. À cet égard, la Chambre fait remarquer la requête norme 55 de l'accusation qui a déjà été tranchée, les requêtes encore en suspens de la défense de Yekatom en ce qui concerne le mode de responsabilité et les réactions ainsi à ce sujet, la requête pour des détails supplémentaires et les réactions à cela. La Chambre rappelle ses conclusions dans la décision 542, c'est-à-dire que le cadre statutaire de la Cour ne permet pas la possibilité d'un réexamen de décisions de confirmation prises par les chambres préliminaires qui a donné des pouvoirs distincts aux chambres préliminaires pour déterminer la portée factuelle des charges. La Chambre, par conséquent, s'en tient aux conclusions prises par la Chambre préliminaire 2. Néanmoins, dans la mesure où il y a des incertitudes quant à l'interprétation de la décision de confirmation, la Chambre souhaiterait que ces questions soient réglées le plus rapidement possible, et certes avant le début du procès. Il ne faudrait pas que pendant tout le procès, on continue à se heurter à cet obstacle. C'est vraiment de la plus grande importance.
L'accusé doit absolument comprendre pleinement la portée des charges qui pèsent contre lui et toutes les parties et participants doivent pouvoir se préparer pour le procès de manière appropriée. Il est par conséquent dans l'intérêt de tous de résoudre toutes ces incertitudes au sujet des charges à ce stade. En conséquence, la Chambre fixe la date du 31 août 2020 comme étant la dernière limite pour soulever des questions qui resteraient encore à poser au sujet des charges. La Chambre n'entendra plus ensuite ou ne recevra plus aucune requête à ce sujet. C'était la dernière question que la Chambre souhaitait soulever aujourd'hui. Et pour être clair, nous devons faire inscrire clairement au compte-rendu que monsieur, et je crois que c'était clair, monsieur Ngaïsona a eu la possibilité d'assister à cette conférence de mise en état par liaison vidéo. Il a décidé de ne pas le faire, quelle qu'en soit la raison. Il ne s'agit pas d'une réprimande, simplement je souhaitais que ce soit inscrit clairement au compte-rendu. La Chambre aimerait remercier les parties, les participants et le greffe pour leur contribution utile aujourd'hui. Nous souhaiterions remercier les interprètes également. Bon, bien entendu, comme d'habitude, nous avons été trop vite, mais nous avions un temps limité à notre disposition, ce qui nous a un peu forcé la main. Maître Dimitri a même été encore plus vite que nous, je crois. Nous remercions les sténotypistes également, les officiers de sécurité. La séance est levée.